Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise et aussi bonne fête de la Saint-Valentin. Et voici les titres. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, s'adressant aux deux chambres du Parlement ce mardi, a déclaré que les mesures que le gouvernement du Rwanda a mises en place pour le développement économique pendant et après la pandémie de Covid ont donné d'excellents résultats. Les populations des provinces de l'Est et du Sud du Rwanda se félicitent de la construction de la route qui reliera les deux provinces dont les travaux s'accélèrent. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, s'adressant aux deux chambres du Parlement ce mardi, a déclaré que les mesures que le gouvernement du Rwanda a mises en place pour que le développement économique pendant et après la pandémie de Covid-19 ont donné d'excellents résultats. Et le chef de la primature de rassurer que les efforts vont se poursuivre dans le même sens pour que le pays s'accélère davantage dans son développement. Les détails avec Kassim Youssouf. Le Premier ministre a présenté aux deux chambres du Parlement le rapport des activités que le gouvernement a réalisées afin que l'économie nationale ne soit pas affectée par la pandémie de Covid-19, précisant que différentes raisons ont perturbé l'économie mondiale. Certains secteurs affectés sont notamment des activités commerciales, industrielles, dont la plupart ont été fermées, et aussi les déplacements et le transport qui ont été suspendus, le transport international bien sûr, et aussi le nombre des employés qui a été diminué alors que l'indicateur relatif à l'augmentation des emplois pour les citoyens un peu partout est nécessaire, mais vous savez que beaucoup d'emplois ont été suspendus. S'appuyant sur les mesures que le gouvernement du Rwanda a actuellement mises en place pour la relance de l'économie nationale, les parlementaires des deux chambres ont exprimé leur satisfaction quant à leur mise en œuvre. Malgré cette reprise de l'économie, le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, a fait observer que différents secteurs de l'économie ont été confrontés à des défis lorsqu'ils essayaient de mettre en application les mesures permettant le rendement de l'économie. Certains de ces obstacles sont la hausse excessive des prix partout au monde, c'est-à-dire l'inflation globale observée surtout en 2021 suite aux raisons dont j'ai parlé. Et toujours au cours de cette année, l'inflation est passée de 4,7% et c'est la moyenne mondiale en général. Et je reviens à ces chiffres pour comprendre d'où vient la situation de chez nous parce que, comme je le disais, nous sommes dans un contexte mondial parce que nous ne sommes pas isolés dans le commerce. Au cours de cette année donc, les chiffres montrent que l'inflation est passée de 4,7% à 8,7% en 2022, mais les chiffres provisoires de l'année dernière révèlent que cette année-là, l'inflation a globalement régressé de 6,8%. Certains députés et sénateurs ont fait remarquer que le gouvernement pourrait mettre en place d'autres stratégies pour accélérer davantage le développement social en s'intéressant surtout aux secteurs présentant encore des insuffisances. Le Premier ministre a à ce propos indiqué que des projets sont prévus pour que le pays puisse accélérer davantage dans son développement en prenant comme priorité le développement de l'agriculture, l'amélioration de la santé et autres. Je voudrais encore une fois souligner que l'économie de notre pays est en bonne posture dans le contexte mondial. La situation du monde en la matière est également la nôtre et ce n'est pas du tout mal. Et je vous rassure que le gouvernement du Rwanda
fait tout son possible pour que les prix au marché puissent davantage diminuer et que la production agricole, comme celle du secteur industriel et autres, continue à augmenter. En 2020, l'économie du Rwanda a enregistré une régression de 3,4% en dessous de zéro. Les mesures de relance ont entraîné une croissance un peu supérieure à 8% entre 2021 et 2023, parce qu'en 2021, la croissance économique réalisée était de 10,9% et de 8,2% en 2022. La croissance économique prévue cette année est supérieure à 7%. Les secteurs en tête dans cette croissance sont les services avec un taux de croissance de 10,6%, celui de la technologie 33,2% et celui de l'extraction minière de 12,1%. Les populations des provinces de l'Est et du Sud du Rwanda se félicitent de la construction de la route qui reliera les deux provinces dont les travaux s'accélèrent. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Les travaux de construction de la route Ngoma-Bugesera-Nyanza vont bon train. Pour le moment, c'est le secteur Muyira du district de Nyanza au sud du pays qui est concerné. Il ne reste que 5 km pour rallier la grande route Kigali-Nyanza-Rouye. Et pour la population locale, la satisfaction est totale. Il nous est très important d'avoir une route goudronnée ici. Avant, la route était en très mauvais état et endommageait les véhicules. Mais désormais, ce sera facile. Et le transport des personnes et des biens sera facile. Et nous allons mieux travailler. Pour aller à Kigali, il nous fallait passer par Ruhango dans nos activités commerciales. Mais désormais, nous passerons par Bugesera-Nyamata, un vrai raccourci. L'intérêt commercial est vraiment immense. Cet accès routier ne profitera pas uniquement aux populations locales, car il facilitera la tâche aux transporteurs qui, depuis l'est du Rwanda et la frontière tanzanienne de Rusumo, effectuent de très longs voyages pour rallier le sud du Rwanda et les pays voisins, notamment le Burundi et la République démocratique du Congo via la ville de Bukavu. La construction de cette route s'intègre dans une large vision du gouvernement du Rwanda d'accélérer le développement en connectant les zones rurales et en facilitant mieux le transport des personnes et des biens dans tout le pays. Avant la construction de cette route, les transporteurs qui effectuaient le commerce transfrontalier entre le Rwanda et les pays voisins, au sud comme à l'est du pays, étaient obligés de passer par Kigali, ce qui leur prenait plusieurs jours. À présent, un groupe d'officiers militaires ressortissants des divers pays, dont le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Botswana, le Rwanda, pays hôte de la 12e promotion en formation au collège militaire de Nyakinama, district de Musanze, ont visité le district de Rubavu à l'ouest du pays afin de voir le progrès accompli par le Rwanda dans le développement de son secteur énergétique et les efforts accomplis pour la distribution de cette énergie à la population. Les détails avec Patrick Nilidandi. Ces officiers supérieurs de ces différents pays effectuent des recherches pour comprendre comment l'autosuffisance en électricité aide les populations dans leur développement et leur assure une sécurité complète, sécurité énergétique pour le développement durable. C'est la sécurité énergétique qui a été choisie comme sujet de recherche. Alors, où est la relation entre l'armée et l'énergie électrique? C'est bien la sécurité et le développement de la population. Lorsqu'il n'y a pas de conflit, l'armée doit s'atteler au développement du pays. Ces militaires étrangers apprécient les efforts accomplis par le Rwanda pour apporter de l'énergie à sa population, tout en assurant leur sécurité, tout en accompagnant cette population dans ses différentes activités de développement. I've learned a lot with what Rwanda has achieved.
J'ai beaucoup apprécié par rapport au progrès accompli par les Rwandais et comment profiter de cette expérience. Le Rwanda a œuvré pour que sa population puisse vivre dans la sécurité et se développer. Le maire du district de Rubavu, Mulindwa Prosper, a révélé que 77% de la population est déjà connectée à l'électricité et utilise cette énergie à des fins de développement. Tout le développement actuel est dû au développement du secteur énergétique. Les entreprises, les hôtels se sont développés et la durée du travail a été prolongée grâce à cette énergie. Dans le secteur du bien-être de la population, le secteur éducatif a aussi profité de cette énergie, avec la technologie, les laboratoires et même les hôpitaux qui utilisent cette énergie. Ce groupe d'officiers militaires ressortissants de divers pays, dont le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Botswana, sont de la 12e promotion en formation au collège militaire de Nyakinama, en district de Musanze, et sont au Rwanda depuis 6 mois. Il reste 4 mois pour obtenir leur diplôme. Certains observateurs estiment que l'Afrique a besoin de développer davantage un entrepreneuriat social pour doter le continent du développement plus inclusif qui tient en compte toutes les couches de la population. C'est en tout cas le point de vue du docteur Faisal Congo du Burkina Faso qui indique qu'il est de la responsabilité des autorités, en particulier d'occasionner ce changement. Les détails. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique, terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement que il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout, et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme, par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine, mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire, je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Il y a la jeunesse. L'Afrique est très jeune. Mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Hein. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc il y a des conséquences qui reviennent. Donc il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui incluent cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul. Donc moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas.
Certains jeunes qui participent aux conférences de commémoration du génocide contre les Tutsis indiquent que cela leur permet de mieux connaître l'historique de la tragédie, mais regrettent qu'une place importante ne soit pas accordée à la jeunesse pour une meilleure compréhension de cette histoire tragique du pays. Les détails avec Patrick Nilidandi. Nous allons y revenir tout à l'heure. Un peu partout sur le territoire national, on entend des citoyens témoigner que les différents programmes que le gouvernement a mis en place les ont aidés à juguler la pauvreté. Les indicateurs révèlent en effet qu'au cours des 30 dernières années, l'indice de pauvreté au Rwanda a diminué de moitié. En 2000, 60,29% de la population était sous le seuil de la pauvreté et 30,4% en 2022, d'après le résultat du recensement général de la population de cette année. Pour en savoir plus, suivez ce magazine que nous propose Kassim Youssouf. Il y a un petit problème technique, nous allons peut-être y revenir aussi. Passons à présent sur les 25 ans que le Rwanda accueille des milliers de réfugiés depuis maintenant 25 ans qui viennent des pays de la sous-région et même des pays lointains. Qu'est-ce qui justifie cette hospitalité? Un pays de moins 30 000 km². Jean Davassène, Maniching nous en dit plus. Ils sont environ 130 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda, dont 5 ans à travers le pays. Une grande partie de ces réfugiés vient de la République démocratique du Congo et une autre du Burundi. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et, comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR et le gouvernement du Rwanda et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leur pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. À part ces réfugiés congolais et burundais qui sont majoritaires dans le pays, le Rwanda a accueilli récemment les étudiants de l'Université des sciences médicales de la technologie de Khartoum, qui fuyaient la guerre qui fait rage dans leur pays. On a la chance d'obtenir notre diplôme ici, ça va être vraiment très bien pour nous. Et aussi ça va être très bien aussi pour le Rwanda comme une opportunité pour ouvrir une chance pour l'éducation des étudiants internationaux. Ça va être très bien pour le Rwanda aussi, je vois. On ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur au Soudan, mais on peut juste prier pour le Soudan. Pour l'Université du Rwanda, héberger de tels étudiants qui étaient en détresse et riches de sens. Ça montre que le Rwanda est un pays qui inspire confiance quant à la sécurité et la connaissance qu'ils viennent chercher, sans oublier les bonnes relations avec les pays africains et le monde entier en général. Si le Rwanda se présente comme un pays hospitalier, cela n'est pas l'effet du hasard et n'a rien d'étonnant, d'après le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. C'est inné chez les Rwandais, c'est dans leur culture depuis des temps.
Rappelez-vous, dans le temps, quand les gens voyageaient et que la nuit tombait, qu'est-ce qui se passait? La première maison où ils arrivaient, ils demandaient à manger, ils demandaient à être hébergés. Et ça se faisait naturellement. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Rwandais ont appris, c'est dans leur culture, aider celui qui est dans le besoin ou aider celui qui a un problème. Alors aujourd'hui, pour le Rwanda, accueillir des réfugiés ou des migrants, ça ne demande pas d'effort, parce que c'est inné, c'est dans la culture. Vous avez parlé des migrants qui sont venus de la Libye. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3, au moins 3 mouvements de ces migrants qui sont arrivés. N'oubliez pas les migrants qui sont venus d'Afghanistan. Il y a des filles et des femmes qui ont été accueillies par le Rwanda. Vous connaissez la situation de la condition féminine là-bas, ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas dernièrement les étudiants qui sont venus du Sud-Soudan, qui sont à l'université du Rwanda. N'oubliez pas surtout plus de 130 000 réfugiés qui sont ici, burundais, congolais, dont certains sont ici plus de 20 ans. Bon, si on est capable d'accueillir 130 000 personnes sur 10, 15, 20 ans, comme vous l'avez dit, sur un petit territoire, sur un territoire qui n'est pas aussi riche, oui, on reçoit de l'aide. Le gouvernement fait ses efforts, il reçoit de l'aide du HCR et des autres pays. Mais je pense que même s'il n'y avait pas d'aide, on essaierait de partager le peu qu'on a. Et n'oubliez pas, quand il y a des problèmes d'éruption de volcans de l'autre côté de la frontière, les gens se déversent ici et on les accueille. Et des fois, les autorités de l'autre côté demandent officiellement l'accueil alors que c'est fini, on a déjà commencé à les aider. Donc je dirais que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'inné. Aider son prochain ne pose pas de problème au Rwandais. Et je ne pense pas que l'argument de dire que le Rwanda est petit, que le Rwanda est pauvre, cela peut nous empêcher d'accueillir 10, 15, 20 000 personnes qui sont dans le besoin. Et surtout, que la plupart aussi des Rwandais ont eu à vivre ce problème dans l'autre sens. Ils sont devenus immigrants, ils sont devenus réfugiés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été accueillis par ceux qui sont restés. Donc c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose que les Rwandais ont déjà vécu. Donc le fait de le mettre en pratique ne pose pas de problème. L'hospitalité des Rwandais ces dernières années a été accentuée aussi par l'expérience malheureuse des Rwandais qui les pousse à militer pour un avenir radieux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les humains en général. Depuis des années, commençant par l'année 59, les années 60, 73, en 90, il y a eu des mouvements de Rwandais qui fuyaient les problèmes, les guerres, les tueries, les massacres qui étaient cycliques ici au pays. Maintenant, ça va faire 30 ans qu'il n'y a plus ce genre de problème et espérons que ça va continuer comme ça. Donc, ils ont vécu cette expérience, ils l'ont vécu dans leur propre chair et comme je l'ai dit, mais de notre côté, ils avaient aussi cette culture, cette habitude d'accueillir le prochain, d'accueillir celui qui est dans le besoin. C'est inné, mais c'est aussi un vécu. Depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye et il a déjà signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants illégaux qui entrent dans ce pays, un geste supplémentaire de la détermination du Rwanda à être un pays hospitalier. Nous entrons maintenant dans notre page autour du web avec notre consoeur Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Alors, quelle est l'actualité en ligne? Bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup. C'est quoi l'amour pour toi? Que représente cette journée? Vaste, hein, l'amour est vaste, mais je retiens plus d'autres enjeux. Donc la patience, la confiance, la tolérance, le partage. C'est ça en fait pour toi, ce qui décrit. Tout ça peut englober tout ça, l'amour quoi. Parlant pour moi, enfin, je te dirai après, hein, je suis ici pour poser les questions. Ok, pour l'origine de la fête de Saint-Valentin, donc Terni, Valentin de Terni, fêté le 14 février, est désigné donc par l'Église catholique comme saint patron des amoureux en 1496. Le pape Alexandre VI donc, lui a donné le titre de patron des amoureux. Mais aujourd'hui, mais par après, ils ont continué, même en Angleterre, selon Jean-Claude Bologne, écrivain romancier,
journaliste et enseignant conférencier belge. Lui, il a expliqué que par après, c'était juste une occasion pour des gens qui sont timides et profiter de cette fête de Saint-Valentin pour révéler leur amour. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs histoires de Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Ouais, vraiment. Et actuellement, la Saint-Valentin est une fête des amoureux. Restons sur ça. Et parlons de cette fête ici alors. On parle de l'Instagram. Sur les réseaux sociaux Instagram, il y a Kezama Olitia, première dauphine de Miss Rwanda 2022. Tout ce qui est en train de circuler, c'est l'amour, comme décrit la Bible. Elle a révélé les photos ou bien l'amoureux. Donc, elle avait écrit en anglais, elle a dit l'amour comme le décrit dans la Bible et elle a montré, donc elle a publié les photos de son amoureux. Et on continue avec Anderson. C'est toujours l'ambiance de l'amour aujourd'hui. BK Arena a présenté l'expérience de Anderson qui est connue comme The Anderson's Experience. Il y aura Della Dube, Eric Sol, Ariel Ways dans un instant à BK Arena. Est-ce que tu vas y aller? Wow. Si je peux, hein. Je serai en date. Voilà. Tu peux y aller avec lui. En fait, il n'y aura pas seulement la musique, il y aura aussi des poèmes et la poésie donc, autour de l'amour. Parlons de Anita Pendo, notre chère. Joyeux anniversaire à notre chère Anita. Joyeux anniversaire. Elle a dit qu'elle reste à la maison pour ceux qui veulent lui offrir des cadeaux. Elle est à la maison, même si vous voulez la surprendre, elle ne va pas quitter. Elle a dit. Et tu me demandes où est-ce que tu es, Anita? Ah, je suis à la maison, venir me rejoindre. Voilà, on va lui faire une surprise. La surprise sera quand on ne va rien faire pour elle. Voilà, alors qu'est-ce que tu connais par elle? Je dirais beaucoup de choses, mais plus c'est une femme forte et résiliente. Voilà, Anita a 637 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Alors, ce qu'il a décrit, c'est l'amour. L'amour pour ses fans. Elle a construit, un réseau. Elle partage du plus profond de son cœur, c'est ce que les gens aiment. Elle est vulnérable. Elle reste elle-même. Exactement, elle est authentique. C'est ça. Donc, joyeux anniversaire, Anita. Parlons de Ben, le chanteur rwandais de R&B, avec son épouse Pamela Uicheza, ont atterri ce matin à Kampala, en Ouganda, où l'artiste va chanter dans un spectacle humoriste. Et parlons enfin de Bruce Melody, qui a connu un succès alors qu'il avait fait une performance avec Shaggy. Aujourd'hui, il invite tout le monde, tous ses fans en moins, Bruce Love Melodies, à suivre ce qu'il a préparé comme musique. Il a mélangé avec When She's Around. On sait très bien que c'est prévu, c'est comme un projet pour mettre en français cette chanson. Tu savais ça, non? Oui, je le savais. Alors, j'attends toujours. Hein. Moi aussi, j'attends impatiemment. Et pour ajouter quelque chose, Bruce Melody vient d'être le premier chanteur rwandais à avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Exactement, félicitations. Devant Deben et Mehdi. Voilà, félicitations. Ouais. Alors, en attendant le projet de She's Around en français, on peut aller sur son compte Twitter pour voir les indications pour suivre la mélodie qu'il a prévue. C'est en mélange avec Lova Lova de Shaggy. Bien sûr. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage et nos chers téléspectateurs. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette grande édition. Notre rendez-vous, c'est à demain à la même heure.